Précédemment, au Pays du Loup, mon père Reynald et moi avons suivi Jimmy au marais des Populages. Pendant ce temps, Monique devait se frayer un chemin parmi les ours pour se rendre à la baie de nos voisins castors. Le mois de mai s'est terminé par une vague de froid. L'arrivée de juin ravive en nous l'espoir de renouer avec une figure importante de la meute des Manitou, la belle patte blanche. Au lendemain de la tempête printanière, une ours et ses petits de l'an dernier se sont aventurés en bordure de la baie des Rondouillets. Mine de rien, la mère surveille ses arrières. Elle sait qu'un congénère affamé pourrait s'en prendre à ses petits. L'ours noir n'a pas une très bonne vue. En revanche, son ouïe et son odorat sont très développés. Ça fait déjà un moment que l'ours flaire une présence qui l'inquiète. Un grand ours mâle. La mère donne l'alarme. Juin était le mois des ours. On les voyait partout. Ces animaux perdent beaucoup de poids durant l'hiver, pendant qu'ils dorment dans un abri et que leur métabolisme ralentit. L'herbe dont ils se gavent au printemps et au début de l'été les rassasie, mais elle a très peu de valeur nutritive. En attendant les petits fruits sucrés de juillet, qui leur permettront d'engraisser, les ours s'activent de jour comme de nuit à la recherche de quelque chose à manger. Juin, c'est aussi le début de la saison des amours. Les mâles parcourent leur territoire à la recherche de femelles, ce qui augmente les occasions de les observer. On connaissait un mâle géant baptisé Victor. J'ignore combien il pesait, mais c'est possiblement l'ours noir le plus impressionnant que nous ayons admiré au Pays du Loup. Il imposait le respect. On devait céder le passage à Victor, qu'on soit un loup ou un humain. Ce printemps-là, nous étions en train de le filmer quand soudain, patte blanche.
Revoir Patte Blanche était pour nous un moment extraordinaire. Nous espérions pouvoir documenter son évolution au sein de la meute des Manitou, surtout qu'elle était la seule femelle qui acceptait de se montrer, mais il ne fallait pas rêver en couleur. Les chances d'étudier le même loup plusieurs années de suite sont très minces, à moins qu'il s'agisse du leader d'une meute. Les jeunes adultes, comme Patte Blanche, quittent souvent le territoire familial pour fonder leur propre meute, sans oublier le taux de mortalité dû à des causes naturelles. Partager la vie des rondouillets s'avérait beaucoup plus simple. Ce gros castor est probablement le patriarche des rondouillets. Je ne peux pas en être certaine, car il n'existe aucun caractère sexuel externe chez ce rongeur, mis à part les mamelles de la femelle qui allaite. Un peu comme chez les oiseaux, le sexe est situé à l'intérieur d'une sorte de cloaque. Nous tentons de distinguer les 8 membres de la famille rondouillet en fonction de leur taille. Celui-ci est un adulte accompli, tandis que celui-là est un jeune d'1 an, autrement dit, un ado. Comme tous les ados, ce jeune castor doit apprendre les bonnes manières et le respect des aînés. Au lieu d'aller ramasser une branche au chantier tout proche, il guette l'occasion de voler une partie du repas de son père. Ce n'est pas par paresse, car aucun castor n'est paresseux. Il s'agit plutôt de défier l'autorité parentale pour savoir jusqu'où il peut pousser les limites en tant que rondouillet junior. Je crois que le petit castor n'a pas dit son dernier mot. En attendant, il y a de l'action chez les fuligules à collier. Le patriarche rondouillet surveille constamment les alentours. Junior n'a pas la permission de s'aventurer seul sur le sol, mais il peut saisir les branches à sa portée. Plus facile à dire qu'à faire. Cette bécassine de Wilson a mal choisi son moment pour roupiller. D'autres rondouillets sont venus casser la croûte. Un grand frère remet Junior à sa place.
Le patriarche aperçut quelque chose. Junior aussi. Ça suffit pour que tous les rondouillets partent en peur. La source de leur inquiétude apparaît sur la rive d'en face. Patte blanche. Il y avait énormément d'animaux sauvages dans le secteur de notre camp de base au printemps. Il arrivait fréquemment de se réveiller un matin avec un ours ou un orignal près du camp. Le mois de juin était toujours une période très occupée pour nous, car en plus du suivi de la grande faune, nous aimions étudier les oiseaux et, dans la mesure du possible, documenter les différentes étapes de leur nidification. Si des branches ou des feuilles nous empêchaient d'avoir une vue sur le nid, nous renoncions au tournage plutôt que de dégager une ouverture, risquant d'exposer les oiseaux au danger. Les moucherolles Québec, les pics maculés et les citelles à poitrine rousse avaient tous choisi de nicher là où nous pouvions les filmer sans les déranger. Et tous ces nids se trouvaient dans le voisinage du lieu de repos de Como et Jimmy. La femelle moucherolle Québec a placé une plume de gélinotupé sur le rebord de son nid. Comme sa voisine nidifie tout près, elle n'a pas eu à aller loin pour se servir. Le nid étant terminé, la ponte va pouvoir commencer. Le mâle ne participera pas à la couvaison, mais il nourrira sa partenaire au nid le temps venu. De son côté, la gélinotupée assume toutes les tâches. Son nid est caché derrière ce gros rocher. À quelques pas de là, un duo de percussionnistes anime la forêt des peupliers faux-trembles. Pic mineur ou pic maculé, chaque espèce respecte sa cadence. En ce moment, c'est le pic maculé mâle qui travaille à la cavité, pendant que la femelle monte la garde au tronc de tambourinage. La floraison des amélanchiers et des cerisiers sauvages débute. Tout va s'accélérer chez les oiseaux. Les citelles à poitrine rousse sont en effervescence. Le mâle creuse une nouvelle cavité et cette fois-ci pourrait être la bonne. En effet, l'intérêt que manifeste la femelle citelle est de bon augure. Il vaudrait mieux que tout soit parfait, car elle n'a pas encore arrêté son choix. Ce gros insecte arrive à un bien mauvais moment.
Après une série de poursuites amoureuses qui laissent le voisinage pantois, le couple de Cythelle s'est finalement mis d'accord. Parmi les autres oiseaux du secteur ayant l'habitude de voir passer les loups, il y a le vireo aux yeux rouges. Une petite merveille a choisi de nicher dans un buisson près du lac. La paruline à flanc marron. À l'instar des moucherolles voisins, seule la femelle construit le nid. Le mâle se contente d'observer les travaux et de chanter pour défendre le territoire du couple. C'est extraordinaire de voir cohabiter toutes ces espèces dans un périmètre aussi petit. La grande faune coexiste de la même manière sur des territoires encore plus vastes, mais c'est plus difficile d'obtenir une vue d'ensemble. Nous avons quand même pu constater que la présence des loups est garante de populations de castors et d'orignaux en parfait équilibre avec leur milieu. Cet orignal s'est isolé dans ce secteur pour mettre bas, voilà un peu plus de 2 semaines. Les naissances de jumeaux sont fréquentes au pays du loup. Ce petit lac sans nom est une véritable pouponnière. La mère s'assure qu'il n'y a aucun danger dans les alentours avant de se détendre. C'est la première fois que j'observe des orignaux parmi les populages. Une scène qui restera longtemps gravée dans ma mémoire et que je peindrai probablement un jour. La mère demeure vigilante. La prédation sur les petits orignaux est élevée en cette période de l'année. L'apparition d'un loup sur la rive d'en face l'incite à fuir avec ses jumeaux. Bigfoot et Patte Blanche évaluent la pertinence de se lancer dans une poursuite sur un terrain qui avantage les orignaux. La prédation sur les jeunes orignaux peut nous sembler cruelle, mais nos jugements moraux ne doivent jamais nous faire douter des compétences du monde sauvage à se gérer avec ses propres lois et ses espèces clés de voûte, comme le loup. Le prochain épisode nous transportera sur les ailes de la liberté et de la beauté.
Ensemble, nous pénétrerons une dimension féerique de la nature où l'observation se métamorphose en contemplation. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ni gwech man y cw, we a he a e o, we ha